C'est demain que s'ouvre à Tombouctou la Biennale artistique et culturelle édition 2025. Les autorités régionales, les légitimités traditionnelles, toutes les sensibilités sont mobilisées pour rendre la fête belle. Les équipes techniques sont au four et au moulin. Le ministre en charge de la culture a inauguré hier le village de la Biennale. Nous ferons le point des derniers réglages avec nos envoyés spéciaux. La jeunesse du Mali s'approprie les symboles de l'État. C'est une initiative du département en charge de la jeunesse. La journée d'appropriation a mobilisé des centaines de jeunes témoignant leur attachement aux valeurs républicaines pour bâtir un Mali fort. L'activité entre dans le cadre de la semaine d'harmonisation des symboles de l'État. L'État malien se dote d'un organe consultatif de premier plan. Il permettra de renforcer la cohésion entre l'État et sa diaspora. La diaspora plaide pour l'amélioration des conditions d'attribution des logements sociaux. C'est l'une des principales conclusions de la première réunion du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur dont les travaux se sont achevés cet après-midi à Bamako. Les pays de l'AES dans la dynamique d'asseoir leur souveraineté économique. Niamey abrite depuis hier la première édition de la foire commerciale de la Confédération des États du Sahel AES. En plus des 3 pays, on enregistre la participation du Tchad, du Maroc, du Ghana, du Sénégal et du Togo. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, représente le Mali. Vous servir est un réel plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako. Madame le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que suite au communiqué numéro 077 du gouvernement de la transition en date du 14 août 2025 et après enquête, les nommés Saïbou Keïta, Mamadou Di Tchekoro Diara, Mohamed Ouattara, Amadou Bouba Koulibaly, Sunkalo Diop, Baba Damile, Nema Sagara, Abbas Damile, Sekou Amadou Fane, Amadou Keïta, Magassi Tunkara, Boukari Karakojo, Moro Sidibé et Yakuba Kodjo ont été inculpés de complot contre le commandement, d'association de malfaiteurs, de tentative d'emploi illégal de la force armée, d'attentat à la Constitution, de tentative d'attentat et de complot contre le gouvernement, de tentative de trahison, de tentative d'assassinat, de violation de consignes générales, d'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline devant un cabinet d'instruction du tribunal militaire de Bamako. Le procureur de la République rassure l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour le maintien de l'ordre public et l'information judiciaire ouverte sera conduite jusqu'à son terme dans le strict respect des textes en vigueur. Et nous ouvrons donc une large fenêtre sur la Biennale artistique Tombouctou 2025. C'est juste après ceci. Et je vous l'annonçais à l'instant, Tombouctou, capitale de la culture malienne. La ville abrite demain, jeudi 18 décembre, la Biennale artistique et culturelle édition 2025. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme rassure que toutes les dispositions sont prises pour une bonne biennale. Mamoun Dafé a inauguré hier le village de la Biennale artistique et culturelle. Le reportage de Najim Babasissé. Le ministre en charge de la culture ouvre officiellement le village de la Biennale au monument de la Flamme de la Paix. Cet espace recréatif de partage et d'expression culturelle se veut de maintenir une atmosphère de cohésion durant cet événement hautement culturel. La délégation est accueillie sur le site par la danse des marionnettes. Un moment de joie et surtout de grandeur pour les autorités communales. Cet espace dédié pour le village biennal, il me plaît de vous dire que tout le marché de Tombouctou s'est reconverti ici à ce monument Flamme de la Paix. Combien vous rendez service
à ces populations résilientes? Combien vous rendez service à ces grands commerçants à un moment isolé? Et combien vous rendez service à ce grand peuple qui attendait de vous les dividendes de cette biennale? Véritable creuset culturel, ce village est le point de rencontre où les 19 régions et le district de Bamako viennent partager leur chaleur, leur rythme, leur savoir-faire, leur tradition, illustrant ainsi la richesse et la diversité culturelle de notre nation. Le village de la Biennale est un produit de la politique nationale visant à faire de la culture un vecteur de cohésion et d'unité nationale en lien avec l'année de la culture. Le ministre Daffé affiche son émotion et sa joie. Nous avons été heureux d'ouvrir le village de la Biennale qui constitue une attraction majeure, mais surtout une innovation, un espace de promotion de talent. Le président de la transition, quand il a déclaré l'année de la culture, il a bel et bien dit que ce sera dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, dans une dynamique de renaissance culturelle de notre pays. Et donc nous commençons cette renaissance aujourd'hui à Tombouctou. La visite de la salle de vernissage pour apprécier le génie créateur de la photographie malienne, le studio du village de la Biennale, constitue les moments forts de cette cérémonie d'ouverture. Auparavant, le ministre Daffé avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité et présenté ses condoléances à la famille du défunt Imam Ben Essayouti. Toutes les sensibilités sont à pied d'œuvre pour la réussite de la Biennale. Les collectivités territoriales ont remis plus de 9 millions de francs CFA comme contribution. Les élèves à la coordination des 7 cercles de la région et les enseignants des académies d'enseignants de Tombouctou et Gourmaraous se sont également manifestés. Le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Tombouctou se mobilise pour donner à la Biennale artistique et culturelle un cachet particulier. Ainsi, l'ensemble des collectivités territoriales de la région, dans un élan de solidarité, ont remis plus de 9 millions de francs CFA au gouverneur comme contribution pour la bonne organisation. Cette somme qu'on a collectée était volontaire. C'est une somme symbolique, mais qui a beaucoup de sens, qui est significative. Ça montre notre adhésion totale à l'organisation de la Biennale. Ça montre notre union autour des autorités de la transition. Aussi, les élèves et les enseignants de l'Académie d'enseignement de Tombouctou ont pu mobiliser plus de 3 millions. Celui de Gourmaraous, près de 200 000 francs CFA. On se dit, avec cette Biennale qui doit se tenir à Tombouctou, il faut que l'éducation aussi, en tout cas, fasse quelque chose. C'est ainsi qu'on a décidé de contribuer. Et dans toutes les structures, donc, on a fait passer des messages pour dire que c'est une contribution volontaire. Et volontairement, les gens ont contribué. Bien, d'abord au nom de la coordination, au nom de son président, Issa Arsinassi, c'est remettre la somme de 5 millions qui a été mise à disposition par les 13 cercles de la région de Tombouctou pour appuyer l'organisation matérielle de la Biennale. Nous savons qu'organiser une Biennale à Tombouctou, c'est un défi. Nous sommes très heureux ce matin. Après cela, je voudrais remercier l'ensemble des collectivités de la région de Tombouctou. Il s'agit des 53 communes de la région de Tombouctou plus le conseil régional. Je ne suis pas surpris de cet appui important parce que depuis le début de la transition, les collectivités de la région de Tombouctou continuent de faire des efforts. Ces contributions prouvent à suffisance l'engagement des fils et filles de Tombouctou à organiser une biennale artistique et culturelle historique au profit de la jeunesse malienne. Et à présent, je vous propose un extrait du film Tombouctou, cité mythique entre mémoire et devenir, carrefour du savoir, de la culture et de la spiritualité. La ville légendaire renaît sous le regard de la caméra. Découvrons ensemble un extrait de Tombouctou, ville du passé et de l'avenir. Timbuktu vient de Tin, qui veut dire source d'eau ou point d'eau en langue tamashek, et Buktu, qui était la vieille qui gardait les bagages des nomades au cours de leur déplacement. Donc c'est ce Timbuktu qui a été déformé. Selon les Français, c'est devenu Tombouctou. Les Anglais l'appellent Timbuktu.
en milieu local, on l'appelle Tombouctou. Il y a une légende qui est intimement liée à l'histoire de cette ville, c'est la légende de Farouk. Bien, selon la tradition orale, c'était cette légende, il y avait un cavalier qui était habillé en blanc et qui, si vous voulez, était sur un cheval blanc qui était chargé de veiller sur les populations de la ville. Et chaque nuit, Al-Farouk faisait le tour de la ville en empruntant les grandes artères. Une nuit, Al-Farouk a rencontré un notable de Tombouctou, du nom de Baba Chirfi, à côté de la mosquée de Sankoré. Donc il lui a barré le chemin. Quand il lui a barré le chemin, notre notable a essayé de passer, il n'y avait pas possibilité. Donc il a commencé par réciter le Coran. Et tout ce qu'il a récité était repris par les cavaliers. À un moment donné, Baba Chirfi a récité une partie délicate du Coran. Les cavaliers aussi bien que Al-Farouk ont disparu. Et vous pourrez suivre l'intégralité de ce film dans nos programmes. Suite de cette édition après le jingle. Nous restons dans le septentrion pour parler de ce geste de solidarité du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales. 100 kits alimentaires ont été remis aux couches vulnérables de la région de Taoudéni, une cérémonie empreinte d'émotion que nous raconte Salim Konati. Cette donation se compose de riz, de mil de sorgho, de l'huile et des pâtes alimentaires. Un geste salué par les bénéficiaires qui expriment leur profonde gratitude au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'est un appui très important pour 100 personnes vivant avec handicap de la région de Taoudéni et ça veut vraiment à un point nommé où les gens vraiment sont en nécessité et sont dans les besoins vraiment. Nous remercions les chefs de l'État pour cette initiative en faveur des personnes handicapées de la région de Taoudéni, car elles font partie des couches les plus vulnérables. Pour le conseil spécial du président de la transition, le choix porté sur la région de Taoudéni n'est pas fortuit. Le président de la transition nous a instruit de ne pas se limiter aux 3 et de prendre tout le mois de décembre afin d'apporter sa solidarité et son patriotisme aux personnes les plus vulnérables sur toute l'étendue. Le chef de l'exécutif régional de Taoudéni remercie les plus hautes autorités pour ce geste de générosité qui contribuera à soulager les personnes démunies. On remercie le chef de l'État pour ce geste qui vient au cœur pour tous les sortissants de la région de Taoudéni et on demande la paix et la tranquillité dans notre pays. La cérémonie de remise a réuni l'ensemble des autorités régionales de la région de Taoudéni qui accordent une grande importance aux œuvres sociales du chef de l'État. À présent, le contenu de ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que les travaux de la plénière suspendus le mardi 16 décembre 2025 reprendront le jeudi 18 décembre 2025 à partir de 9h dans la salle Djelibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous et la séance est publique. Autre titre de cette édition, la jeunesse malienne s'approprie les symboles de l'État. Une journée d'appropriation a été organisée cet après-midi au Centre international de conférence de Bamako, une initiative qui vise à inculquer à la jeunesse la culture du civisme, du patriotisme et le sens du respect des symboles de l'État. La cérémonie était présidée par le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Le reportage de Mamadou Fani. Les symboles de l'État sont peu connus et parfois mal utilisés par les citoyens. Il s'agit des armoiries, de l'hymne national, du sceau de l'État, de la devise nationale et du drapeau national. La jeunesse étant l'avenir de la nation doit s'approprier ces symboles pour mieux bâtir cette nation. Les symboles de l'État sont des signes officiels qui représentent un pays, son identité et ses valeurs.
Il constitue l'expression la plus éclatante de l'unité d'un peuple et son attachement à la terre de ses ancêtres. Il représente un élément fondamental qui aide à rassembler la population autour d'une histoire commune. Cette journée doit donc prouver l'engagement de la jeunesse à assumer son devoir patriotique. Cette journée vise à renforcer chez les jeunes l'appropriation de ces symboles à travers des panels pédagogiques et des échanges constructifs. Elle s'inscrit également dans une dynamique de promotion de l'intégrité et de la lutte contre la corruption, car une jeunesse consciente de ses valeurs est une jeunesse responsable et engagée. Cette journée d'appropriation a été marquée par des panels tels que la signification et l'utilisation des symboles, le rôle des jeunes dans la lutte contre la corruption, entre autres. Un moment d'échange qui a été très utile pour les jeunes qui entendent relever les défis. Nous restons avec la jeunesse active. C'est parti depuis hier pour l'opération Mon service public, mon engagement citoyen. Cette initiative vise à réhabiliter et à peindre des infrastructures des services publics par les jeunes. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie de la commune 4. L'opération sera étendue à l'ensemble des communes du district de Bamako et de Kati. Le reportage de Ibrahim Koukonate. Donner un nouveau visage aux services et sites publics à travers une mobilisation citoyenne de peinture et d'embellissement réalisée par les jeunes à Bamako et Kati. Voilà l'objectif de cette initiative lancée par Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'État est en train de faire avec les collectivités d'énormes efforts pour rendre le service proche et agréable pour tous les concitoyens. Et dans ce cadre-là, la jeunesse doit s'exprimer sur les questions de citoyenneté pour rendre ces endroits aussi agréables. Comme ça, lorsque les concitoyens viennent pour avoir accès à des services, ils se trouvent dans un environnement qui est agréable. Donc ce projet a été lancé pour permettre à tous les jeunes de pouvoir se rendre dans des lieux publics et essayer de voir comment repeindre ces lieux publics, leur donner une nouvelle vie, un nouveau visage. L'initiative Mon service, mon engagement permet d'inciter les citoyens à respecter et à valoriser les biens publics. Après la mairie, il y a au moins 5 autres services publics que nous allons choisir ici, ciblés ici en commune 4, et tous les domaines, le secteur de la santé, même les polices, l'éducation. Nous allons cibler des bâtiments en état de dégradation pour permettre aux jeunes encore de s'investir. La finalité recherchée par cette activité est de rendre les services publics, les sites et les murs des bâtiments administratifs propres. Toutes choses qui permettent aux jeunes de prendre conscience de la nécessité d'entretenir leur environnement. Fin de la première réunion du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Pendant 2 jours, nos compatriotes ont échangé sans filtre avec le gouvernement sur leurs préoccupations dans le cadre de la refondation du Mali. L'apport de la diaspora dans l'économie nationale a été salué. Nos compatriotes ont recommandé l'amélioration des conditions d'attribution des logements sociaux. Les conclusions et autres recommandations issues de ces assises, c'est dans ce reportage signé Karija Toukoni. Cette rencontre a réuni les représentants de la diaspora malienne venus de plusieurs pays et les autorités nationales autour des questions liées à la protection des Maliens de l'extérieur et à leur participation au développement du Mali. Les échanges ont mis en évidence la nécessité de garantir une participation représentative, transparente et équitable, fondée sur des critères objectifs et partagés, afin de renforcer la crédibilité et la légitimité du dispositif. Au cours des travaux, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'amélioration de l'accompagnement des Maliens de l'extérieur, la sécurisation de leur investissement, entre autres. Les questions relatives à la protection consulaire, à l'insertion socio-économique, à la mobilité, à l'investissement productif, à la valorisation des compétences et à la préservation de l'identité culturelle ont été abordées avec un sens élevé des responsabilités.
Au terme des travaux, une dizaine de recommandations ont été formulées. Elles portent notamment sur l'accès des Maliens de l'extérieur aux documents administratifs et au logement, ainsi que sur leur participation aux prises de décision nationales. D'initier des missions régulières d'information et de sensibilisation auprès des communautés maliennes à l'étranger. De réaliser une cartographie nationale et internationale des compétences de la diaspora. De travailler à la mise en place d'une politique de logements sociaux pour la diaspora, de renforcer les mécanismes de gestion des pensions de retraite. Le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur a salué la qualité des échanges et la pertinence des recommandations formulées. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement accordera une attention particulière à l'ensemble des propositions issues de vos travaux. Le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de faire des Maliens établis à l'extérieur des acteurs à part entière du développement national, dans un esprit d'unité, de solidarité et de responsabilité partagée. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité du dialogue et à l'écoute accordée à leurs préoccupations, estimant que ce cadre de concertation constitue une avancée importante dans la prise en compte des attentes de la diaspora. Tout le monde a intervenu, chacun par rapport à ses soucis. Et je crois que les recommandations sorties de ce qui a été dit, puisque tout le monde se reconnaît là-dedans, donc ça veut dire que le CCMEX est dans une très bonne voie. On doit faire un effort de faire en sorte qu'une seule organisation qui déjà depuis 1991 a existé et qui est reconnue d'utilité publique, l'État a fait ce qu'il devait faire, mais c'est à nous maintenant de comprendre et que tout le monde rentre dans le rang. Ce n'est la propriété de personne. Le cadre donc est venu pour essayer de régler tout ça. Nous les Maliens, on soutient le ministre. Vraiment, ça va changer, Inch'Allah. La jeunesse fortement représentée à ce grand rendez-vous donne espoir aux autorités de la transition quant à son engagement pour un Mali debout. Et je suis pleinement satisfaite parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est de créer des ponts entre sa diaspora et le monde entier et le Mali. Et qu'on puisse se réunir et travailler et qu'on puisse être entendu et travailler pour travailler sur un avenir solide pour le Mali. À travers ce cadre de concertation, les autorités entendent renforcer le dialogue avec les Maliens établis à l'extérieur et consolider leur contribution au développement national. Après la réunion du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur, place à la Journée internationale des migrants célébrée ce 18 décembre. À cette occasion, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine salue le courage et l'engagement des migrants dans le développement de leur pays dans un contexte parfois difficile. Je vous invite à suivre un extrait du message du ministre Moussa Agatayer, des propos recueillis par Bokari Koulibaly. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célébrera demain 18 décembre la Journée internationale des migrants. La célébration de cette année, aux côtés de toutes les nations ayant ratifié la Convention, concrétise une fois encore l'engagement de notre pays aux idéaux de la Convention et exprime sa pleine adhésion aux grands instruments internationaux, notamment le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, l'agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi que les différents processus de dialogue euro-africain. Notre pays plaide pour une migration régulière, digne et humaine, conciliant les aspirations des migrants, les besoins des pays d'accueil et les priorités de notre développement national. L'année 2025 a été particulièrement éprouvante. Entre janvier et septembre, plus de 20 000 Maliens ont été rapatriés ou expulsés de divers pays, notamment en Mauritanie, en Algérie, en Libye, en Arabie Saoudite et dans plusieurs États européens. Sous la haute impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le gouvernement du Mali reste mobilisé pour faire de la migration et de l'espace migratoire un havre à visage humain et facteur de développement durable. C'est dans cet esprit que le processus de relecture de la politique nationale de la migration a été engagé aux fins d'actualisation et de prise en compte d'enjeux et de dimensions liées au genre et aux droits de l'homme,
du renforcement de l'assistance consulaire et de la promotion d'une diplomatie migratoire proactive. Cette année, la communauté internationale a placé la Journée internationale des migrants sous le thème, je cite, « Ma grande histoire, culture et développement ». Ce thème met en exergue la contribution décisive des migrants à l'enrichissement de l'idéal culturel et au progrès des sociétés. Et pour la réussite de l'événement, les Maliens établis en Guinée équatoriale ont apporté leur soutien à l'ambassadeur du Mali dans ce pays. Nos compatriotes ont remis des fonds collectés aux diplomates maliens en guise de contribution à la refondation du pays. Le commentaire de Kassim Diallo. À moins d'une semaine de la grande mobilisation de la diaspora de l'AES pour soutenir les autorités de la Confédération des États du Sahel, la communauté malienne et résidant en Guinée équatoriale vient de remettre les fonds collectés à l'ambassadeur du Mali. Une manière de contribuer à l'effort de guerre. On sollicite le ministre malien de l'extérieur quand même de venir spécial pour rendre la communauté malienne en Guinée équatoriale visite et il est beaucoup sollicité partout. Ce geste patriotique est salué par l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale. Le montant est certes symbolique, et cela en raison, je le sais, je vis parmi vous, je sais que la situation est assez difficile pour les Maliens en Guinée équatoriale. Mais je retiens que vous avez fait un effort énorme, parce qu'aucun Malien dans les différentes provinces, régions et localités de Guinée équatoriale n'a été en reste. Tout le monde a contribué selon, en tout cas, leurs possibilités. Et cela dénote de votre engagement, de l'engagement de tous les Maliens établis en Guinée équatoriale, de répondre toujours à l'appel de la patrie. Cette mobilisation de fonds est une réponse à l'appel patriotique lancé par le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla. Aussi, la diaspora malienne en Guinée équatoriale, estimée à 15 millions de personnes, souhaite le renforcement de la diplomatie entre les deux pays. Le gouvernement est déterminé à assurer correctement la fourniture du pays en carburant. Plusieurs camions-citernes ont été réceptionnés par les services douaniers. Ces derniers s'engagent à respecter le délai de dévouement qui est de 24 heures. Des dispositions qui visent à trouver des solutions rapides aux difficultés de la population. Le reportage de Aridou Matina avec la voix de Mohamed Naman Keïta. Mardi 16 décembre, un important convoi de camions-citernes est réceptionné au parc du bureau des produits pétroliers de la douane. Environ 345 citernes, tous produits confondus, du gasoil, de l'essence, du jet A1 pour les aéronefs, du fioul pour l'EDM, traités avec la plus grande diligence selon les instructions du directeur général des douanes, dans le cadre du respect du protocole d'accord signé entre les opérateurs pétroliers et le gouvernement. Le bureau des produits pétroliers s'active pour un ravitaillement rapide des stations-service. Dans cette dynamique, des réceptions donc, de ce convoi important, nous nous sommes mis à la tâche. Donc les premières citernes sont déjà traitées et déjà sorties. Et en collaboration avec les autres services, à savoir donc le comité de gestion de la crise et des catastrophes, la direction de la police, la DGCC, et toutes les dispositions sont prises pour un dépotage dans les stations-service. La douane rassure que toutes les dispositions sont prises à son niveau pour faciliter la fluidité des opérations.
Les délégués du Mali, du Niger et du Burkina évaluent la mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dans leurs pays respectifs. C'est à la faveur d'un séminaire qui porte sur la démocratie et la bonne gouvernance. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'était à l'école de maintien de la paix à Lune Blondembey. Le reportage de Boubacar Bablintouri. Instrument majeur de promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie et du développement durable, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs constitue un pilier institutionnel pour ces pays membres. Il se fixe comme mission de favoriser l'adoption des politiques, des normes et des pratiques. Cela en vue d'une stabilité politique, un développement durable et une intégration économique sous-régionale, voire continentale. Chaque examen mené sous l'égide du MAEP doit être techniquement rigoureux, crédible et exempt de toute manipulation politique. Il s'agit d'un processus d'apprentissage entre pairs, non conflictuel, fondé sur la confiance mutuelle et la confiance partagée entre les États participants. Un séminaire sur le MAEP arrive à point nommé dans la mesure où ces États-là sont à une époque charnière de l'histoire de leur pays. Et donc il convient pour ces pays de réfléchir ensemble sur comment concevoir la gouvernance sécuritaire d'abord, la gouvernance démocratique et la gouvernance économique. Nous exprimons le vœu de voir cet atelier déboucher sur une convergence de vues et surtout sur un partage d'expériences dans divers domaines. Les réflexions vont porter sur 5 thèmes majeurs, entre autres démocratie et bonne gouvernance politique, développement socio-économique durable, résilience des États aux chocs et aux catastrophes. Ces évaluations régulières visent à atteindre les objectifs suivants. S'assurer que le pays tient compte des priorités nationales convenues par les parties prenantes durant le processus d'auto-évaluation et d'évaluation et qu'il respecte ses engagements visant à prendre des mesures pour combler les lacunes identifiées dans l'évaluation. Au terme de ce séminaire, il est attendu un rapport national de gouvernance qui servira de boussole pour orienter les décisions des autorités. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé hier les travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, financée sur fonds propres et portée par l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Cet ouvrage moderne, le 2x4 voies, marque une étape décisive dans le désenclavement du pays, avec en perspective le lancement imminent de nouvelles autoroutes régionales, dont celle de Koudougou-Yako. Le reportage de Nyaki Teda. Une dizaine de bulldozers en action avec pour direction Bobo Dioulasso. Le chef de bord, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes à Imdi, à quelques 2 km de la voie de contournement à la sortie ouest de Ouagadougou. La lame du bulldozer lance ainsi les travaux de l'autoroute Ouagadougou-Bobo Dioulasso. Sur une distance de 332 km, l'infrastructure de haut standing sera réalisée en 2x4 voies avec un terre-plein central reliant directement la capitale Ouagadougou à Bobo Dioulasso, la capitale économique du pays. Elle passe par le sud de la ville de Koudougou, le nord de la ville de Boromo et le sud de la ville de Houndé. L'autoroute Ouagabobo comprend 9 échangeurs autoroutiers à 2 niveaux, des postes de péage, 28 passages supérieurs assurant la continuité des routes et pistes interceptées, ainsi qu'un passage inférieur à l'approche de Bobo Dioulasso. Le président du Faso tient à une finition rapide du projet et les consignes sont claires à l'issue du lancement. C'est financé par nos fonds propres, donc ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en important du moellon. Ou participer à la construction de la route. Le projet va générer des emplois directs et indirects. Il va également favoriser l'intégration régionale et surtout contribuer au développement économique, social et territorial. Et le lancement de l'autoroute Ouagabobo se veut le tremplin pour faire de tout le pays un véritable Eldorado. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes.
Donc ce qui a fait que le projet Yako Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir, le terrassement qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. Toutes ces réalisations visent à bâtir un lien solide entre les différentes régions pour une prospérité économique du pays en assurant confort, rapidité et fluidité dans le trafic avec à la clé le transport des produits en tout temps et en tout lieu. Niamey, la capitale nigérienne, abrite en ce moment la première édition de la foire commerciale de la Confédération des États du Sahel AES. Le thème de cette première édition est « Produire, transformer et consommer local pour une souveraineté économique dans l'espace AES ». Outre les pays de l'AES, cette foire enregistre la participation du Tchad, du Maroc, du Ghana, du Sénégal et du Togo. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a pris part à la cérémonie d'ouverture. Le reportage de Nana Mariam Moutari et Abdoulaye Ali. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, sous l'impulsion de ses chefs d'État, s'activent pleinement pour un espace confédéral souverain et indépendant sur tous les plans de développement, en atteste cette première édition de la foire commerciale de l'AES qui se tient en marge de la 3e réunion des ministres en charge du secteur du commerce et de l'industrie de l'AES. Cette foire de Niamey démontre une fois encore la solidité d'une ambition commune pour la prospérité et la sécurité de ces peuples au destin commun. Ensemble, encourageons cette vision qui nous mènera à l'éclosion positive d'unités industrielles dont le rôle dans la production de qualité à grande échelle assurera la disponibilité des produits en tout genre et à des prix abordables pour l'oxygénation de nos économies. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a indiqué qu'en organisant cette foire, les pays de l'AES entendent créer un espace de dialogue entre les acteurs économiques, institutionnels et sociaux. Cette foire marque une étape déterminante dans la construction d'un espace économique promoteur et dynamique regroupant le Niger, le Burkina Faso et le Mali, et au-delà de l'AES, des pays amis invités, notamment le Tchad, le Togo, le Ghana, le Sénégal et le Maroc. Qu'ils en soient vivement remerciés pour leur participation effective. Les ministres maliens et burkinabés chargés du commerce et de l'industrie ont aussi souligné que cette foire est un événement économique et commercial majeur de l'espace AES car elle mobilise des milliers d'exposants et visiteurs de divers secteurs. Il s'agit pour le Mali, en participant à cette première édition de la foire de l'AES, de promouvoir nos exportations en vue de créer des opportunités pour les micro, petites et moyennes entreprises de notre pays. C'est un cadre privilégié de rencontres et d'échanges pour la promotion des relations d'affaires bénéfiques au profit des entreprises participantes. La tenue de cette première foire de l'AES traduit une volonté politique commune et claire des 3 chefs d'État de notre confédération de faire de notre espace une tribune vivante de promotion et de valorisation de savoir-faire endogène, de produits et services locaux. Le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger, Abdoulaye Saïdou, a révélé les caractères particuliers de cette foire et a lancé un appel fort au secteur privé de l'espace AES. Cette première édition de la foire commerciale de l'espace AES dépasse le simple cadre d'une exposition commerciale. Il constitue un acte fondateur de notre ambition commune de bâtir un espace économique intégré, résilient et souverain, fondé sur la valorisation de nos ressources, la transformation de nos produits et la promotion du génie créateur de nos peuples. Cette première édition de la foire AES vient surtout concrétiser et affirmer l'union et la résilience des pays de l'AES.
Les administrateurs des aéroports du Mali étaient réunis ce matin à la faveur de la 73e session du conseil d'administration de la structure, occasion de faire le point des réalisations de l'année écoulée et mettre le cap sur les prévisions de 2026. Les administrateurs se sont penchés sur la situation des mouvements d'avions, de passagers et du fret. C'est ce que nous dit Alucine Touri. La 73e session du conseil d'administration des aéroports du Mali intervient dans un contexte plutôt favorable à l'aviation en général. Même si les administrateurs prédisent une amélioration de la situation, ils ont opté pour un budget prudent. Parce qu'on s'est dit que c'est vrai que l'aviation de façon générale, il y a une croissance qui est en train de s'installer, mais c'est par mesure de prudence. Nous avons essayé de maintenir le statu quo, mais tout en améliorant les infrastructures et la qualité du service fourni. La situation de 2025 se caractérise par une amélioration importante des indicateurs, exception faite du trafic avion. L'évolution du trafic au 31 décembre 2025 se présente comme suit. Mouvement d'avions, nous notons 14 166, soit une baisse de 3,76% par rapport à la même période en 2024 qui était de 14 720 mouvements. 981 553 passagers, soit une hausse de 28% par rapport à la même période en 2024 qui était de 766 687 passagers. Le fret, 7 462 016 kg, soit une hausse de 7,25% par rapport à la même période en 2024 qui était de 6 957 370 kg. Ainsi, au 31 octobre 2025, il a été observé les réalisations suivantes. En produits d'exploitation, 92% par rapport à la prévision budgétaire. En charge d'exploitation, 86% par rapport à la prévision budgétaire. En investissement, 64% par rapport à la prévision budgétaire. Cependant, l'optimisme est de mise au niveau des administrateurs qui tablent sur une amélioration de la situation. Le budget proposé prévoit, en ce qui concerne les produits d'exploitation, une baisse de 2% par rapport à la réalisation estimée au 31 décembre 2025. En ce qui concerne les charges d'exploitation, une hausse de 4% par rapport à la réalisation estimée au 31 décembre 2025. Le projet de budget 2006 se caractérise par la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Le programme d'activité, le projet de programme 2026 et le projet de budget 2026 seront examinés avec beaucoup de minutie. Le budget 2026 de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, connaîtra une hausse de 5,84%. Il y a plus de 3 milliards de francs CFA. Le budget était soumis à l'approbation des membres de la 33e session du conseil d'administration de la structure. Pour plus de précisions, suivant le reportage de Seydou Traoré et de Sidi Modibo Dameli. Les perspectives sont promoteuses au CSU IOTA qui a enregistré en 2025 un taux de réalisation de 95% pour les consultations ordinaires. Cette progression comparée à 2024 s'ajoute à celle des consultations aux services d'optométrie qui ont grimpé de plus de 12%. Du bloc opératoire de l'anesthésie locale aux autres prestations, il ressort que la cataracte est la première cause de chirurgie effectuée dans les locaux de IOTA avec 16,7%. De la 32e à cette 33e session, la direction générale note le chemin parcouru. L'État se porte très bien. Le climat social est apaisé. Au-delà de tout ça, on a des préoccupations. Parce que nous voulons aller vers, en tout cas, l'extension de l'IOTA. Mais vous voyez, là où nous sommes, on n'a aucune possibilité d'extension. Ça veut dire que l'IOTA est à l'étroit. Donc, pour cette raison, on a pris attache avec les hautes autorités pour pouvoir avoir, en tout cas, un autre endroit en dehors de l'État qui va nous permettre en tout cas de mettre une infrastructure digne de ce nom. À l'ouverture des travaux de la 33e session, le président du conseil d'administration a salué les efforts considérables réalisés dans l'admission en hospitalisation et a rappelé les résultats du bilan préopératoire reposant sur un plan budgétaire. Le projet de budget 2025 du CHU IOTA s'élevait à 2 942 331 703 francs CFA. Celui de 2026 est estimé en recettes et en dépenses à 3 166 966 531 francs CFA, soit une progression de 5,84%.
Le conseil d'administration a été également informé du classement du CHU Yota au premier rang en 2023 sur 15 hôpitaux par l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements sanitaires. Le président du conseil d'administration du centre hospitalier a aussi renouvelé ses remerciements aux autorités dont l'accompagnement aura permis d'atteindre les résultats. Le ministre de la Santé et du Développement social, colonel-major Assa Badjalo Touré, a présidé le lundi dernier l'ouverture des journées scientifiques contre le VIH-Sida, l'hépatite et la tuberculose, des pathologies qui constituent aujourd'hui un problème de santé publique. Ces journées s'inscrivent dans le cadre des activités de la 3e semaine du mois de la lutte contre le sida. Le reportage de Inaba. 3 jours durant, les participants vont échanger à travers des panels, des conférences et des communications sur le VIH-Sida, l'hépatite et la tuberculose. L'objectif est de valoriser la recherche et les innovations en présentant les résultats récents sur ces maladies dans notre pays. Ceci offre une opportunité d'échange, d'adaptation sur les projets accomplis à tous les niveaux des services VIH et comorbidité, les bénéfices et les difficultés liées à la mise en œuvre de nos repères normatifs, les dernières avancées scientifiques nationales et internationales, desquelles seront issues des recommandations. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Mali est un pays à épidémie généralisée. La prévalence du VIH était de 0,85% en 2024 chez les personnes âgées de 15 à 49 ans au sein de la population générale. Plus de 111 000 personnes vivent avec le VIH. Près de 4 000 nouvelles infections en 2024 ont été enregistrées et 4 900 décès liés au VIH ont été rapportés. Ces chiffres appellent à la fois une action scientifique renforcée et une mobilisation politique accrue. Cette semaine qui marque la 3e semaine du mois de la lutte contre le VIH-Sida est celle dédiée au ministère de la Santé et du Développement social. Elle a pour thème leadership institutionnel et l'intégration des services. On avait des chiffres qui étaient assez inquiétants jusqu'à ce qu'aujourd'hui on est en train de progresser dans le bon sens et on espère que d'ici 2030 le VIH-Sida ne sera plus une pandémie, une urgence, et sera comme une maladie comme toutes les autres, et que le Mali pourra atteindre les 3,95. À l'issue de ces journées, plusieurs recommandations seront formulées pour l'atteinte des objectifs du développement durable, à savoir 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. 95% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut reçoivent des traitements ARV. 95% des personnes vivant avec le VIH qui reçoivent un traitement ont une charge virale indétectable. Le service de la pédiatrie de l'hôpital du Mali fait peau neuve. Il a été rénové à plus de 50 millions de francs CFA. Cette rénovation est l'œuvre de l'UNICEF. Cette initiative vise à améliorer les conditions de prise en charge des malades en vue de réduire le taux de mortalité néonatale et infantile. Le reportage de Sokona Kamisoko. La pédiatrie de l'hôpital du Mali affiche désormais un nouveau visage. À l'origine de l'UNICEF qui a financé la rénovation de l'unité afin qu'elle réponde davantage aux normes sanitaires pour assurer la prise en charge correcte des patients. Il y a de cela quelques mois, nous étions ici avec Madame le ministre de la Santé et nous avions visité la pédiatrie. Elle avait émis le vœu de voir la pédiatrie rénovée et fonctionnelle. Et nous nous sommes attelés à cela. Et je crois que nous avons respecté les délais et les normes qu'avait donné Madame le ministre de la Santé. En 2023, plus de 560 nouveau-nés y ont été hospitalisés, dont on déplore un taux de mortalité de plus de 11% selon les données de l'UNICEF. Avec la rénovation du bâtiment, ce taux devrait connaître une baisse significative. La rénovation du service de pédiatrie par l'UNICEF constitue un appui considérable dans la prise en charge des pathologies et urgences pédiatriques, compte tenu de la situation géographique de l'hôpital du Mali. En effet, le service de la pédiatrie a été entièrement rénové par vos soins, à travers les travaux de reprise de peinture, de faux plafonds, d'électricité
et de menuiserie avec l'intégration de nouveaux concepts hospitaliers pour offrir un cadre plus adapté pour les usagers et le personnel. Aussi, dans la dynamique de renforcer la qualité et la capacité de prise en charge, nous ne doutons pas de votre accompagnement à nos côtés pour le renforcement en équipement du service de pédiatrie avec un nouveau visage moderne et plus humanisé. Les travaux de rénovation de la pédiatrie de l'hôpital du Mali ont coûté plus d'une 50aine de millions de francs CFA. Il existe une nouvelle plateforme de précision et d'alerte précoce aux inondations. Elle a été lancée hier à la Direction nationale de l'hydraulique. Développée dans le cadre du projet de cartographie en temps réel, cette plateforme sera déployée dans la commune de Koula, dans la région de Dioïla. Le reportage de Mohamed Sangari. Après une présentation technique en juin dernier, la nouvelle plateforme de prévision et d'alerte précoce aux inondations, développée dans le cadre du projet de catastrophe en temps réel du risque d'inondation sur le territoire malien, vient d'être officiellement lancée. Ce système est conçu pour renforcer les dispositifs existants d'alerte précoce au risque d'hydraulique sur l'ensemble du territoire. La plateforme sera initialement opérationnelle dans la commune de Koula à Dioïla, ce qui représente une avancée majeure pour les populations bénéficiaires. Suite à la désignation de cette entité territoriale pour l'implantation de cette antenne de surveillance, nous tenons à réaffirmer solennellement l'engagement et le soutien indéfectible des services techniques de l'arrondissement. Suite à ce lancement officiel, les acteurs clés du projet ont été immédiatement formés aux techniques d'opérationnalisation de ces nouveaux systèmes d'alerte précoce. Les partenaires techniques et financiers, agissant par l'intermédiaire de la Direction nationale de l'hydraulique et des Mali Météo, ont exprimé leur satisfaction quant à cette innovation qui renforce les capacités des institutions nationales. La plateforme SAPSI Mali représente une avancée majeure que nous célébrons pour notre système national d'alerte précoce. Elle combine prévision des précipitations, télédétection, modélisation hydrologique et apprentissage profond, tout en indiquant les technologies de surveillance à faible coût. Faisons de cette plateforme un outil vivant, utilisé, amélioré, intégré dans nos dispositifs nationaux et locaux de gestion des risques. L'événement s'est achevé par la remise officielle d'équipements par le projet à la Direction nationale de l'hydraulique et à Mali Météo. La 11e édition du Festival du Dibi se tiendra du 18 décembre au 4 janvier 2026. L'information a été donnée par les membres de la commission d'organisation de l'événement au cours d'une conférence de presse. Le Festival du Dibi a pour objectif de promouvoir la gastronomie malienne, à stimuler l'économie locale à travers la restauration, le commerce, l'élevage et l'artisanat afin de favoriser la cohésion sociale. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Djema Moussa Konati. Le choix du ministère de l'Élevage et de la Pêche pour tenir cette conférence de presse sur l'organisation de la 11e édition du Festival du Dibi a tout son sens. Selon les organisateurs, l'initiative vise à augmenter la contribution des produits de l'élevage et de la pêche à l'économie nationale. Ils envisagent aussi de faire de cette rencontre culinaire annuelle un modèle de transformation de la filière bétail-viande du Mali. 11 ans d'existence, on peut dire que nous sommes à un nouveau tournant aussi. Et les acquis aujourd'hui, c'est vraiment la reconnaissance des autorités. Le fait que de plus en plus nous arrivons à valoriser le métier. Les gens arrivent à vraiment mettre des dibiteries en place de haut niveau. Et c'était ça le rôle d'influence à travers le Festival Dibi. Et je peux dire que c'est un pari qui est gagné à 80%. Bien qu'un événement gastronomique, le Festival du Dibi est devenu un symbole de cohésion sociale, de rayonnement culturel et de dynamisme économique au fil des années. Un festival qui a des ambitions stratégiques d'ici à 2030. Il s'agit notamment de la création d'un village du Dibi permanent à Bamako, du développement d'un label gastronomique Dibi du Mali, le positionnement du festival comme produit touristique majeur et le label éco-responsable officiel du festival. Le chiffre d'affaires que génère le festival
La question de savoir s'il y a un prix fixe pour la vente des viandes sur le site sont entre autres questions qui ont intéressé les journalistes. Tous les mets de toutes les régions du Mali seront représentés. Il y aura également une exposition dédiée aux différentes races de moutons. La promotrice envisage en outre de faire un don aux enfants défavorisés au cours de cette édition spéciale. Voilà, Festival Dibi du 18 décembre au 4 janvier 2026. Et pour une bonne viande assaisonnée, il faut une bonne aire d'abattage. La région de Gao en dispose. Elle répond aux normes d'abattage des grands et petits ruminants. C'est une réalisation de la délégation spéciale du Conseil régional de Gao. L'infrastructure va permettre aux bouchers de travailler dans de bonnes conditions d'hygiène afin d'offrir de la viande de qualité aux populations. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. Ce bâtiment flambant neuf n'est pas un logement. C'est plutôt un abattoir construit au 8e quartier de Gao, communément appelé Boulgoundié. C'est une œuvre de la délégation spéciale du Conseil régional de Gao. Nous avons pu réaliser cette infrastructure. Ce n'était pas gagné à l'avance. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de difficultés au départ pour avoir accès au lieu. Mais grâce au concours du gouverneur de la région, du maire de la commune urbaine, on a pu dégager les occupants qu'on avait trouvés ici. Aujourd'hui, tout le monde est content de la réalisation de ce joyau qui appartient à l'ensemble de la région de Gao. Cet espace aménagé pour l'abattage des grands et petits ruminants est un fruit de la coopération bilatérale entre le Mali et la Suisse. 240 millions de francs CFA, c'est le montant injecté dans sa réalisation. Nous sommes en train de rentrer dans l'ère de la modernisation. Nous qui sommes les bénéficiaires, on ne peut être que fiers. Nos bouchers seront quand même à mesure de travailler dans la propriété, dans la salubrité. Auparavant, on a un aire d'abattage, mais aujourd'hui, on a un abattoir digne. On est très fiers, on est très contents. Ce qui est très important, c'est l'entretien. Présent à la cérémonie de réception provisoire, le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao se dit très ravi de la réalisation de cette aire d'abattage. Vraiment, il est demandé à tous les acteurs, notamment les bouchers, de s'orienter désormais vers cette infrastructure. On ne veut plus entendre et comprendre que les gens puissent faire l'abattage clandestin et souvent en plein air dans la ville. La réalisation de cet abattoir à Gao s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet PASSEM 2 piloté par la SNV Mali et Vétérinaires sans frontières suisse. Biennale artistique et culturelle, on en parle encore. La ville des 333 saints s'est véritablement métamorphosée. Les différentes troupes sont sur place. Des dizaines des invités, parmi lesquels des dizaines de touristes, ont effectué le déplacement. Le RTM, la SMTD et les forces de sécurité, chacun dans son domaine, s'activent pour une organisation parfaite de ce rendez-vous culturel. Voyons les derniers réglages et enjeux avec l'un de nos envoyés spéciaux, Pemba Sibi. Bonsoir. Bonsoir Awaditma Kamara, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous l'avez dit, à moins de 24 heures de l'ouverture officielle de la Biennale Tombouctou 2025, tout est prêt ici du côté de Tombouctou. Les troupes sont déjà sur place. La répétition du spectacle d'ouverture a pris fin il y a quelques minutes ici au stade municipal de Tombouctou. Côté sécurité, la ville et ses alentours sont quadrillés par les forces de défense et de sécurité pour la bonne tenue de l'événement. L'ORTM a déployé une grosse équipe de production pour assurer la retransmission en direct et en exclusivité de la cérémonie d'ouverture et de clôture, assurer également la couverture des différentes activités. La Biennale Tombouctou 2025, faut-il le rappeler, c'est d'abord un événement culturel, une messe juvénile qui réunit les jeunes artistes de toutes les régions, en plus du district de Bamako, pour une compétition dans différentes disciplines artistiques, bien évidemment dans une saine émulation. Elle est l'une des preuves que la situation se tasse peu à peu avec les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour la protection des personnes et de leurs biens. La Biennale, c'est surtout la manifestation d'une volonté politique pour la renaissance culturelle du Mali, riche
d'une culture millénaire mais peu valorisée. Elle est aussi le couronnement de l'année de la culture décrétée par le président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta. L'événement met en exergue aussi la force unificatrice de la culture, un aspect très important car à travers la culture, les cœurs s'ouvrent et le dialogue s'installe entre les filles et les fils du pays pour qu'ils se retrouvent. Le dernier enjeu de cet événement culturel, il est économique. La tenue de la biennale est un puissant levier pour booster l'économie locale durement éprouvée par des années de crise. Les secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, encore les transports vont profiter de cette bouffée d'oxygène. L'alliance du tourisme est un aspect très important de cette relance économique. Déjà, des dizaines de touristes sont présents dans la cité des 333 saints, ce qui augure de belles perspectives pour la ville de Tombouctou. Awadit Makamara. Merci bien Bemba Sibi pour toutes ces précisions. Oui, vous l'avez vu, le RTM a déployé une grosse équipe pour vous permettre de suivre les temps forts de la biennale artistique et culturelle qui s'ouvre demain au stade municipal de Tombouctou. La cérémonie d'ouverture débutera à partir de 14h à suivre en direct sur nos différentes antennes et nos plateformes digitales. CAN Maroc 2025, jour J-4. Ce soir, nous vous présentons le groupe B. Il s'agit de l'Égypte, 7 fois championne, et 3 nations d'Afrique australe, l'Afrique du Sud, une fois vainqueur en 1996, l'Angola et le Zimbabwe. Ce groupe B, mêlant expérience et envie de briller, s'annonce particulièrement relevé. Zoom sur les chances et les faiblesses du groupe B avec Salifou Ouedraogo. Pour l'attaquant de l'Égypte, Mostafa Mohamed est décidément en forme, il ne manque. L'Égypte, équipe la plus titrée de l'histoire de la CAN avec 7 trophées, part logiquement comme favori du groupe B. Sous la houlette de son entraîneur Ossan Hassan et avec des joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens dont Mohamed Salah de Liverpool en Angleterre, les Pharaons aspirent à ajouter une 8e étoile à leur palmarès. Leur jeu basé sur la maîtrise technique et une organisation tactique millimétrée en fait un adversaire redoutable pour toutes les équipes. Les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, vainqueurs de la CAN en 1996 à domicile, 3e lors de la dernière édition, arrivent au Maroc avec des ambitions renouvelées. Les Bafana Bafana comptent s'appuyer sur une génération talentueuse, rapide et techniquement affûtée. Le sélectionneur sud-africain Hugo Bross mise sur une préparation solide pour faire parler d'elle à nouveau. L'Angola, qualifiée pour la CAN Maroc 2025, veut jouer les troupes faites dans ce groupe. Bien que les Palancas Negras n'aient jamais remporté le trophée, leur progression constante et leur capacité à poser des problèmes aux grandes équipes font d'eux un outsider à suivre de près comme du lait sur le feu. Leur solidité défensive et leur jeu basé sur l'intensité physique seront leurs principaux atouts. Et enfin, le Zimbabwe, l'équipe la moins cotée du groupe. De retour sur la scène continentale avec une période d'instabilité, le Zimbabwe espère briller au Maroc. Les Warriors habitués à jouer le rôle d'outsider comptent sur un collectif uni et des individualités talentueuses pour créer des surprises. Leur engagement sur le terrain et leur esprit de combativité seront leurs principaux alliés dans ce groupe relevé. Avec une Égypte en quête d'un 8e titre, une Afrique du Sud déterminée à trouver sa gloire passée et une équipe d'Angola ambitieuse et un Zimbabwe prêt à jouer les troupes faites, le groupe B promet des matchs passionnants et disputés. Les 2 places qualificatives pour les 8e de finale seront âprement disputées. Les regards sont tournés vers Rabat et Casablanca où ces équipes s'affronteront dans leur quête de gloire continentale.
Voilà, une erreur nous a fait dire que nos compatriotes établis en Guinée équatoriale sont estimés à 15 millions. Il fallait plutôt entendre 15 000. Toutes nos excuses pour ce chiffre. Le monde du tourisme est en deuil. Les obsèques de la promotrice de Timbuktu Tours, Madame Cissé Fatima Kouyaté, présidente de l'agence malienne de voyage et du tourisme, ont eu lieu cet après-midi à l'ACI 2000. Après le dernier hommage de la nation, elle a été conduite à son derrière de mer au cimetière de Hamdalay. C'était en présence de Alpha Meiga. Ici, le secteur du tourisme malien pleure l'une de ses plus grandes figures. Cissé Fatmata Kouyaté, promotrice de Timbuktu Tours et présidente de l'association malienne des agences de voyage et du tourisme. Elle repose pour l'éternité au cimetière de Hamdalay en commune 4 du district de Bamako. C'est le baobab qui vient de tomber pour nous. Le mot me manque pour la qualifier. C'était la mère après notre maman. Et là maintenant, nous sommes des oiseaux sans arbre. Aujourd'hui, c'est tout un pays qui lui rend hommage. Autorités administratives, coutumières, religieuses. Son départ est un vide, mais sa contribution continuera d'inspirer les générations futures, notamment les femmes entrepreneurs du Mali. Le vocabulaire tourisme m'a pris. Elle est comme un repère pour moi. Et elle m'a pris comme sa propre sœur quand on a pu faire une bonne connexion ces dernières années pour le développement du tourisme qui porte la culture malienne en général et qui porte l'artisanat, qui porte le savoir-faire et le savoir-être malien. Fatim a fait voyager le savoir-faire et le savoir-être malien partout où elle allait dans le monde entier. Primée à plusieurs reprises pour son engagement sans faille et sa vision du tourisme durable, Madame Kouyaté a consacré plus de 40 années de sa vie professionnelle à structurer et promouvoir l'offre touristique du Mali. Sa vie se confondait au tourisme. Je l'ai recruté au tourisme quand elle arrivait toute jeune cadre de l'université. De cette date des années 80 à aujourd'hui, elle n'a vécu que pour et par le tourisme. Tout ce qui a été fait dans le secteur du tourisme, on peut dire qu'elle y a contribué. Chacun fait son temps. On ne choisit pas le moment du départ. C'est une mémoire, un pan du tourisme malien qui s'en va aujourd'hui. Déjà, chevalier de l'Ordre national en 2009, elle restera dans l'histoire comme une femme de conviction, rigoureuse et profondément engagée pour l'essor du secteur privé malien. C'est une grande peine, une grande tristesse, parce que madame, elle est devenue comme une maman pour moi. Moi, je suis rentré dans le tourisme en 1997, je l'ai connue en 1998, et depuis, on a été des complices. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et d'ailleurs, ces derniers temps, elle n'a rien fait sans moi. C'est vraiment difficile de parler aujourd'hui. Ce que j'ai à mon cœur, c'est l'eau. Et chef, oh là là. La disparition de Madame Cissé Fatimata Kouyaté est une grande perte pour le monde du tourisme au Mali. Ainsi va la vie, paix à son âme. C'est la fin de cette édition. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.